Bonsoir Rose. Bonsoir. Déjà oui, un grand merci d'avoir accepté de venir enrichir en fait ma lecture de Peau noire masque blanc. De C'est rien. c'est J'ai dû me intéressant d'avoir. replonger un peu dans l'ouvrage d'ailleurs, parce que je l'ai lu il y a longtemps en fait. Ouais, on va en parler tout à l'heure, mais bah merci d'avoir pris le temps de faire ça, de vous y replonger aussi. Pour commencer, parce qu'il y a déjà quelques personnes qui sont là et j'aimerais qu'elles puissent mieux vous connaître. Ouais. Donc Rose, vous êtes Alors on dit chercheuse ou chercheur? Bah ça dépend, je crois qu'au Canada ils disent plus chercheur. Bon, moi je préfère chercheuse parce que du coup ça féminise quand même beaucoup. Ouais, on l'entend En quoi. termes de sonorité, voilà, on l'entend. Donc je Ok, préfère dire chercheuse pour ça, ok, pour très cette bien. raison-là. Mais sinon, en vrai, ça m'est égal. Ok, donc partons pour chercheuse. Donc en histoire et en sciences politiques, alors vous avez travaillé sur les questions de racisme, de sexisme. Vous êtes aussi beaucoup intéressé aux dynamiques de participation politique des femmes au Cameroun. Voilà. Et puis au mois de mars 2020, c'était peut-être un des derniers colloques avant le confinement. Ouais, Vous avez organisé un colloque qui s'appelait Des féminismes noirs en contexte post-impérial français. c'est ça. Donc voilà, avec l'intitulé, ça permet de bien situer aussi tout le champ de vos recherches en fait. C'est ça. Et pour commencer, ma première question, ce serait de savoir en fait qu'est-ce qui vous a amené vers un parcours académique de Ah, recherche. alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire la recherche? Bon, en vrai, moi, bon, je dis toujours que je suis vraiment pas une exception. Je suis un enfant de prof qui fait des études. Mhm, En gros, alors la recherche c'est particulier parce que c'est vraiment à ma dernière année de master que j'ai décidé de faire la recherche encouragée par ma directrice de master de l'époque, Anne Verju. mhm, Mais faire des études, des longues études, enfin genre minimum bac+5, c'était genre normal en fait. Parce que mhm. bah, mon père, en fait, en gros, il considérait que c'était le minimum, en fait. Et Ouais. puis, du côté de ma famille, du côté de ma famille, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des grandes études, etc. Donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, particulièrement, en fait. Alors ok, un chemin classique. Et qu'est-ce qui vous, au moment de commencer à vraiment approfondir, qu'est-ce qui vous a orienté vers les questions de genre, de racisme? Alors, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que je pense que j'ai toujours été, même si j'ai commencé à revendiquer l'identité politique féministe en 2007, je l'ai toujours été. C'est-à-dire que depuis petite, je me suis toujours interrogée sur pourquoi, par exemple, une femme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, on va dire, la classe moyenne, la bourgeoisie, on va dire africaine, parce que moi, je suis née et j'ai grandi au Cameroun jusqu'à mes 15 Mhm, ans. Il y a beaucoup de codes qu'on a, alors je m'en suis rendu compte en faisant des recherches, qui sont quand même des reproductions, des réappropriations des codes bourgeois européens. mhm, Donc, sur la manière dont une fille doit ou pas se tenir, etc. Et ça a toujours semblé, et en fait, moi, ça m'a toujours semblé un carcan très étriqué pour moi, parce qu'en fait, je ris fort jusqu'à présent. Euh, je parle fort. Enfin, j'ai plein de trucs comme ça où, en fait, ça me coûtait de devoir rentrer là-dedans. Donc, du coup, ça a ouais. commencé à m'interroger. Et puis, le truc ben voilà, les femmes font la cuisine, pas nécessairement les hommes, des trucs comme ça. Bon, moi, en vrai, j'adore manger, mais je n'aime faire la cuisine que de manière exceptionnelle. Enfin, tout un tas de choses qui fait que je m'interrogeais depuis petite. Et il se trouve que quand j'ai commencé mes études universitaires en France, en licence, il y avait une option genre qu'on pouvait prendre. Et quand ça avait été présenté, je me suis dit, ah, tiens, ça va être intéressant, j'ai envie de creuser. Et en fait, quand j'ai commencé à creuser, alors c'était le genre sous la perspective très blanche, etc. Hein, vraiment, Mhm. voilà. Mais ça a commencé quand même à mettre le doigt sur des choses que moi, sur des réalités et sur une expérience qui, en pour partie, me concernaient. Et donc, du coup, j'ai su que de toutes les façons, si je faisais des trucs, ça allait être dans ce sens-là. Mhm. Ouais. Et, euh, et tout ce parcours universitaire, euh, aujourd'hui, quand vous voyez l'actualité de cette année 2020 où les revendications féministes
Je ne sais pas si elles sont plus écoutées, mais en tout cas elles sont plus visibles, audibles. Le mouvement antiraciste qui a pris plus d'ampleur. Comment ça résonne avec votre travail de recherche depuis plusieurs années? Alors, ça résonne, on va dire que ça résonne particulièrement, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a quelque chose de, comment dire, de rafraîchissant, je sais pas si c'est rafraîchissant qu'on peut dire, parce que, en fait, par exemple, moi, le mémoire que j'ai fait en 2009 sur l'articulation entre racisme et sexisme, je pense que c'était parmi les premiers en France là-dessus, et j'ai eu beaucoup de problèmes, vraiment, lors de ma soutenance. Et de voir qu'aujourd'hui, en fait, ça devient entendable, même si, en fait, faut toute mesure gardée, en fait, c'est entendable selon qui le dit, en fait, aussi. Oui, c'est vrai. Jusqu'aujourd'hui, enfin, en tant que femme noire africaine en plus, travaillant sur ces perspectives-là à l'université, je ne pense pas forcément que l'université française ait envie de me faire de la place. Voilà. Donc, il y a un côté où, voilà, on est content parce qu'on se dit, il y a les choses bougent, mais on est aussi conscient des limites et on voit bien que enfin, on n'a pas, comment dire, on n'a pas, comment dire, on n'a pas renversé la table. On n'a pas renversé la table. Il y a des formes peut-être de, je sais pas, de cooptation, de concepts, etc. Que d'autres universitaires vont se réapproprier et c'est plus entendable. Enfin, et d'ailleurs, ça se voit même sur. Alors, moi, je regarde pas beaucoup la télé, mais c'est les rares fois où j'ai regardé ou quand je lis les infos, une personne noire va dire ce que des personnes noires disent depuis des décennies. Non, mais elles le disent depuis des décennies, mais il suffit qu'une personne blanche le dise. Ah, bah oui, c'est vrai, on a découvert le fil à couper du beurre. Et moi, en fait, ça commence à devenir exaspérant, en fait. Quand c'est des sujets sur lesquels. On travaille depuis longtemps. Au bout d'un moment, en fait, on a juste, enfin, c'est juste saoulant, en vrai. Si je peux me permettre l'expression, vraiment, au bout d'un moment, c'est comme quand les journalistes vous sollicitent tout le temps parce qu'il y a eu un nouveau fait divers entre guillemets sur les questions raciales et on vous dit ah mais machin et moi en fait maintenant je leur dis systématiquement, je leur dis mais allez lire en fait. Franchement, moi je suis pas là pour être de la caution. Enfin, je sais pas, à un moment donné, il faut juste faire son travail. Enfin, c'est ça. Donc, il y a vraiment ce truc de l'attention du truc où on se dit, OK, c'est chouette, mais où on voit aussi les limites et l'envers du décor. Alors, vous disiez tout à l'heure, on n'a pas encore renversé la table. Il y a 70 ans, en 1952, en publiant Peau noire, masque blanc, Frantz Fanon avait déjà envie que cette table soit renversée dans un autre contexte, parce que la décolonisation n'était pas acquise partout. Alors, avant de rentrer dans le cœur du livre, comment vous avez rencontré Frantz Fanon? Est-ce que c'est pendant votre parcours académique? C'était avant? Oui, c'est pendant mon parcours académique, justement, quand je travaillais sur mon mémoire de Master 2 sur l'articulation entre racisme et sexisme en France. C'est là où moi je découvre Fanon et tout ce qui est post-colonial studies parce que les enquêtés que j'interroge à ce moment-là se réfèrent à cette pensée-là, se réfèrent à cette dynamique-là. C'est là où je découvre aussi le black feminism. Que j'avais plus ou moins en fait croisé mais très rapidement dans mes mois de master 1 où je travaillais sur des politiques publiques dans une perspective un peu plus africaine, mais voilà, c'est là où je creuse vraiment ça et ouais, donc c'est à ce moment-là que je rencontre Fanon, que je commence à le lire. En fait, d'ailleurs c'est donc il y a 10 ans que je l'ai lu et évidemment bon bah en novice, en défrichant, bah on trouve ça intéressant, on se dit ah bah oui, surtout qu'en plus moi je le lis parce que j'essaye aussi de comprendre ce que mes enquêtés me disent parce que ma perspective a toujours été de prendre en fait les actrices sur lesquelles j'enquête au sérieux, c'est-à-dire elles produisent un discours politique et donc moi ma posture c'est souvent d'expliciter le discours politique, de rendre compte des contours, des tensions, etc. Et donc, c'est comme ça que moi, je le rencontre et donc que je rencontre aussi dans la même foulée Patricia Hill Collins, Angela Davis, etc., etc. Ouais, d'accord. Et est-ce que vous vous souvenez peut-être de choses qui, à cette toute première lecture, il y a 10 ans, qui vous avaient marqué à la lecture de ce livre?
c'était alors j'ai le livre devant moi parce que en fait ce qui est intéressant c'est que en fait quand je l'ai lu il y a 10 ans je l'ai surligné et là en fait du coup je l'ai crocheté en stylo. Je crois que et quand je vois ce que j'ai souligné c'était c'était beaucoup par rapport un peu on va dire à la psyché des personnes noires en fait à ce que quelque part la colonisation faisait à la psyché des personnes noires. Je me rappelle aussi, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus, quand je vois le chapitre sur Maëlle Capessia, où en fait, Ouais, le j'ai chapitre 2, surligné plein de trucs, voilà. Et en fait, je me rappelle pas, je me rappelle que ça m'avait interpellée, mais je peux plus le dire dans quel sens. Et je découvrais aussi quelque part, moi, euh, comment dire, un point de vue, c'est la société caraïbéenne, parce que moi, je suis de la société africaine. Et donc, ma connaissance de la société caraïbéenne était très lacunaire à l'époque. Elle est un peu moins aujourd'hui, mais je ne peux pas dire que je la connaisse non plus bien. ouais, ouais, ouais. Moi, je l'avais lu il y a longtemps aussi, ce livre, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais dû mal le lire, parce que là, le fait de faire la lecture partagée, de prendre des notes, etc., ça oblige, donc ça c'est un point hyper positif, à se concentrer et à toujours se poser la question, qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce qui est important et tout. Et ce qui m'a vraiment étonnée dans cette nouvelle lecture, c'est que j'ai trouvé que Frantz Fanon, alors je ne sais pas quel public il ciblait précisément en écrivant ce livre, mais je trouve qu'il se laisse vraiment pas facilement appréhender parce qu'il navigue entre parfois une écriture très scientifique, parfois une écriture plutôt anecdotique, parfois des envolées un peu lyriques et avec un propos qui est pas forcément. Alors, je ne sais pas si pauvre Rebecca que je suis faire une critique, mais que je trouvais que ça manquait de structure étant donné en fait la profondeur en fait de ce qu'il propose comme analyse sur l'aliénation, etc. Et j'ai trouvé que des fois en fait, fallait un peu reconstituer le puzzle à la fin d'un chapitre pour se dire, ok, de quoi on est parti, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'il a voulu me dire et qu'est-ce qu'il veut que je retienne, quoi. Je sais pas Oui, si c'est quelque chose qui. oui. En fait, là, moi, là, en le relisant, pour être tout à fait honnête, bon, je pense que les fanatiques de Fanon vont me jeter des pierres. Mais j'étais vraiment partagée entre ennui, mais vraiment, en fait, enfin, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 10 ans, quand je lisais, comme j'étais dans une perspective de découverte, enfin, c'était quelque chose que je découvrais. Alors, je n'étais pas sûre de tout saisir, mais j'étais vraiment avide, en fait, un peu comme ça, de savoir plus sur ces perspectives-là. Il y a beaucoup de choses que j'ai lues et je pense que jusqu'à aujourd'hui, en fait, je suis dans une autre perspective où moi, déjà même comme moi, j'écris, je me demande toujours pour qui j'écris. Alors, je pense que c'est l'un des exercices les plus difficiles, c'est d'écrire pour que, j'ai envie de dire quelque part, tout le monde puisse lire et comprendre en fait les enjeux, etc. Et effectivement, moi, en relisant là, enfin, parfois j'étais en mode, je me disais, mais qui va comprendre ça en fait, à part des hyper érudits et effectivement, moi, je me suis beaucoup détachée de cette démarche-là et je pense que c'est aussi lié en fait à une orientation, d'une forme de maturation intellectuelle, je pense, de cette dynamique-là d'écrire pour des érudits, parce qu'en fait, en vrai, les érudits, ils ont déjà bien assez. C'est peut-être d'écrire justement pour d'autres personnes et c'est vrai que c'est pas facile du tout d'accès et je pense que ça peut aussi amener à beaucoup de contresens, etc. Moi, je me suis beaucoup posé cette question-là avant de faire mes notes et de les partager. Je me disais, est-ce que je suis pas dans un contresens? Est-ce que je comprends pas l'inverse de ce qui C'est possible que moi j'ai compris aussi l'inverse. Hein. Je pense que vraiment, et c'est ça le problème avec ce type d'écriture, effectivement, c'est que à moins d'être un spécialiste ou une spécialiste de Fanon, ce que je ne suis absolument pas et ce que je ne revendique absolument pas, et je n'ai pas spécialement envie d'être une spécialiste de Fanon non plus, on peut effectivement manquer des choses et puis et oui, et arriver au contresens ou ne pas complètement comprendre où est-ce qu'il veut nous emmener. Je pense que lui, il savait où il voulait aller, mais est-ce qu'il a réussi à emmener tout le monde là où il voulait aller? Ça. Alors, faut rappeler que c'est un livre de jeunesse. Il avait 27 ans quand il l'a écrit. Oui. Alors, il
il s'était engagé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite il a fait ses études. Donc voilà, il est jeune psychiatre. Il écrit ce livre, donc on peut dire aussi que voilà, c'est un ouvrage de jeunesse. Et en même temps, je pense que comme vous le disiez, il sait vraiment où est-ce qu'il voulait aller, parce qu'il y a aussi beaucoup de nuances justement dans son livre, et que si on n'y prête pas attention, on peut s'arrêter à une phrase ou deux et les sortir de leur contexte, et justement ça peut prêter au contresens, alors qu'il met beaucoup de nuances finalement. Il dit bah voilà, il faut, je prends un exemple, il faut se détacher du passé, pas rester enfermé, fixé dans le passé, mais en même temps il y a un moment il dit mais pour autant sur mes épaules pleuvent des coups, etc. Et donc Ouais. le passé, il est aussi très présent dans ce que l'on est. Donc, on voit toutes ces nuances, et des fois, je me disais, bah, ce chemin de crête qu'il nous trace, alors j'ai pas lu Les damnés de la Terre, mais en tout cas, quand on referme Peau noire, masque blanc, on a des pistes, mais le chemin de crête n'est pas encore ouvert, quoi. Alors C'est ça, justement, c'est exactement ça. je propose justement qu'on se plonge un peu plus dedans. Il faut rappeler, donc je viens de le dire, mais Frantz Fanon, il est psychiatre, et dès l'introduction du livre, en fait, il dit c'est une étude clinique. Ce livre, c'est pas que ça, clairement. Et une étude clinique, donc il parle beaucoup d'aliénation. C'est ça qui va essayer de détricoter. Qu'est-ce qui aliène le noir et qu'est-ce qui aliène aussi le blanc, un peu en négatif. Il parle beaucoup des notions d'inconscient collectif, de complexe d'infériorité et de construction de la virilité. Alors comme nous ne sommes pas du tout psychiatres, ni vous ni moi, j'aimerais qu'on se penche sur ce sujet-là, la question des femmes et de la virilité, parce que le mot virilité je sais pas combien de fois il apparaît, j'exagérerais, je veux pas donner de chiffres parce que je vais me tromper, j'ai pas compté, mais j'ai l'impression que le nègre dont parle Fanon dans son livre, c'est un homme en fait, et que quand il parle des femmes, c'est le chapitre 2, et on prend cher. Ah, Donc ça, vous, avec votre oui. travail sur le genre, Absolument. On prend hyper cher. Mm. Et oui, enfin, excusez-moi, allez-y. En fait, je viens de me rendre compte que je crois que mon téléphone, il avale la batterie. Donc, du coup, je vais le brancher sur le power Ah bank. ouais, J'espère que ça fonctionne. Ok, c'est bon. bien. Normalement, on ne devrait pas être coupé. Ouais, donc je voudrais qu'on prenne le temps justement de décortiquer sous ce prisme du genre et du sexisme, parce que c'est votre champ d'expertise pour le coup, et donc de voir comment justement on peut aussi analyser. Moi, clairement, et d'ailleurs je l'avais mis dans mes notes à la fin du chapitre 2, mais je me disais, mais la femme noire, la femme antillaise, ouais, c'était ça, on prend cher, et puis la question de la virilité est très présente, et donc est-ce que c'est un oubli, est-ce que c'était le monde de 1950 qui fait que la question de la femme était inexistante pour lui? Pourtant, apparemment, il recevait des patientes et des patients, donc voilà. Alors oui, c'est hyper intéressant et je pense que c'est bien qu'on commence par là et après on pourra explorer d'autres choses. Mais parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez, sans doute, étudié ou dit, en tout cas au sud de Fanon. C'est que moi, quand j'ai justement relu, en fait, ça m'a sauté aux yeux à quel point, en fait, on était dans une reproduction des logiques de pouvoir de genre. Mm. Et alors, en fait, pour mettre les choses au clair tout de suite, Fanon le fait, ce n'est pas propre à Fanon. Jusqu'aujourd'hui, les intellectuels masculins noirs, la majorité, continuent de reproduire, en écrivant, en produisant des écrits qui dénoncent la domination, en fait, vont dénoncer la domination de l'homme, donc du masculin, mais en reproduisant les logiques de pouvoir de genre par rapport aux femmes. Donc, par rapport à ce chapitre-là sur Mayotte Capétia, il y a plusieurs choses à dire. Première chose qui est intéressant, bon, alors, il se limite aux femmes antillaises, martiniquaises. Donc, le livre paraît en 1952, comme vous l'avez dit. Il se trouve que moi, pour préparer justement ce travail, je me suis dit, je savais qu'il y avait des travaux qui avaient été faits qui réinterrogeaient cette prise de position de Fanon.
Et donc, du coup, je me suis dit, c'était le temps qui était dans ma wishlist list. Je me suis dit, il faudrait que je lise un jour. Et donc, du coup, là, c'était le bon moment de les lire. Et ça a été intéressant parce que je les ai lus après avoir relu. Vraiment. Et en fait, du coup, ils m'ont permis de mettre les mots sur la gêne que j'ai ressentie en lisant en lisant le chapitre sur Mayotte Capétia et sur Jean Vénéneuse. Parce que quand bien même Fanon est en train de reproduire deux archétypes de personnes noires, quand on voit quelque part l'archétype noir masculin qui est Jean Vénéneuse, qui est un noir évolué, donc qui a accès au code de la modernité blanche et occidentale, et donc qui va quelque part, même s'il est en train de le critiquer, mais il est en train vraiment de reproduire des logiques, qui va quelque part accéder donc à une blanchité subalterne, mais à y accéder quand même, puisque plusieurs fois les interlocuteurs lui disent « mais vous n'êtes noir que de peau », quelque chose comme ça. Là, je simplifie pour aller vite. On a une Mayotte Capétia qui, en fait, est... déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet ouvrage est une sorte de... Comment dire? C'est une sorte dont on loue parce qu'en fait, le Mayotte Capétia n'a jamais existé. Oui, voilà. Moi, je l'ai appris justement. C'est quelqu'un qui regardait ma lecture partagée qui m'a dit et en plus, d'autant plus, oui, ce chapitre fait lever les sourcils et en plus, cette Mayotte Capétia, c'était une fake news. Complètement, voilà. Mayotte Capétia, c'était une fake news. Et ce qui est intéressant avec le fait que Mayotte Capétia était une fake news et que Fanon l'ait repris, c'est le fait que elle est l'archétype d'un type de roman particulier qui était des romans exotiques à destination des hommes blancs, oui, qui reproduisait la doudou, qui était souvent une femme, c'est Jacqueline Couty qui en parle très bien, qui reproduisait en fait une femme noire exotisée des îles et souvent à teint clair, et qui détestait les hommes noirs et préférait les hommes blancs. Donc, déjà, on se dit, OK, il est en train de reproduire ça. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il n'ait pas eu de perspective critique, alors que dans le même temps, par exemple, des personnalités comme Suzanne Lacascade avaient écrit des ouvrages où elle dénonçait cette typologie qui, en fait, annihilait tous les autres types de représentation et d'identité féminine caraïbéenne et martiniquaise. Donc, Suzanne Lacascade, c'est en 1924. Jeanne Nardal, en 1928, a écrit et a critiqué, pareil, ce tropisme-là. Donc, c'est bien avant Fanon. Suzanne Roussy-Césaire a écrit aussi et dénoncé ça, je crois, en 1942. Et puis, il y a une autre personne, alors, j'ai oublié le nom, ça me reviendra, je crois que je l'ai noté quelque part, qui l'a dénoncé en 1949, donc bien avant que Fanon ne publie. Et donc, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que à ce moment-là, on va dire que... Parce qu'on pourrait dire, oui, bah, Fanon, c'est un homme de 100 ans, ok, mais en fait, à un moment donné, c'est un homme de 100 ans qui essaye de penser la domination et qui, en pensant la domination, quelque part, va reproduire, ce que Jacqueline Couty dit d'ailleurs excellemment dans son article, va reproduire cette inquiétude masculine de peur de la virilité, et là on revient à cette question de la virilité, où en fait la femme noire va être vilipendée, parce que la femme noire, en fait, ce à quoi elle vise, c'est la lactification, évidemment, alors que Jean Vénéneuse, lui, ce qu'il cherche chez une femme blanche, c'est l'amour. Alors, tout en critiquant, en fait, Jean Vénéneuse, il met quand même en parallèle deux personnages où, en fait, les femmes noires sont des stéréotypes, en fait, destinés aux blancs qui vont préférer les hommes blancs et détester les hommes noirs. Ça, sans prendre en considération, en fait, le travail de ses contemporaines. Parce que c'est ça, en fait, moi. C'est-à-dire qu'il y a la supercherie, voilà, je crois que c'est ça le titre de l'article de... j'ai oublié le nom, je retrouverai tout à l'heure. Il y a la supercherie Mayotte Capétia, mais il y a surtout ce que dit cette supercherie et le fait qu'ils la reprennent. C'est-à-dire que on a un intellectuel, un homme noir, qui pense les questions de domination sur les Noirs et qui s'autorise à les penser en faisant fi de la production intellectuelle de ses contemporaines écrivaines martiniquaises. Dont une critique de la supercherie Mayotte Capétia qui a été faite par une contemporaine en 1949, donc bien avant que son ouvrage soit publié. Donc il y a quelque chose là où on peut
se demander légitimement si, en fait, il ne s'agit pas juste d'une reproduction du mépris des hommes intellectuels noirs vis-à-vis de la production intellectuelle des femmes. Ouais, ouais. Ouais, Surtout c'est qu'en hyper fait, important. ça continue aujourd'hui, en fait. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui s'arrête à Fanon, ça continue quand même aujourd'hui, où on voit que souvent on peut produire un certain nombre de travaux sans citer une seule fois une femme noire, et même, je pense, sans même s'interroger de savoir si des femmes noires ont écrit ou ont pensé Penser dessus. ce sujet-là, quoi. Ouais. Et c'est ça que ça dit, donc quelque part, ça dit aussi la manière dont la colonisation a construit les hommes et les femmes noires, quelque part en opposition et en tension, et comment, en fait, les hommes noirs, quelque part, tout en critiquant la domination coloniale, ont participé à une collusion des patriarcats pour Ouais. faire taire les femmes noires, pour les ostraciser. Et ce qui est fou, pour réagir à ce que vous dites là, c'est que je me souviens au moins de 2 moments dans le livre où Fanon, en une phrase, décrit très bien les ressorts du patriarcat. Il dit, en fait, dans le monde blanc, pour le dire vite, la famille était un petit bout de nation, c'est centralisé et qui tourne autour de la figure paternelle. Et donc voilà, donc c'est ça le patriarcat, quoi. C'est l'autorité paternelle qui se décline dans toute la société. Donc lui-même le décrit très bien. Il y a un autre moment où il fait le lien entre l'asservissement des peuples, des populations noires, des personnes noires, et l'asservissement de la planète en tant que ressource par l'homme blanc, donc la décolonisation et des corps et de la planète. Et donc il fait bien ce lien de ces dominations-là, mais il ajoute pas le troisième pied finalement du tabouret, la domination des femmes en fait. Oui, il n'ajoute pas danse, mais il n'ajoute pas ça. Mais en plus, enfin, en reprenant une supercherie qui est la supercherie de Mayotte Capessa, qui n'a pas été écrite donc par une femme antillaise, mais qui apparemment a été écrite par les éditeurs même, qui étaient des hommes blancs, il reproduit une image d'une femme noire tournée vers la blanchité. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans la critique qu'il va faire de Jean Vénéneuse, on voit bien que la femme noire, en fait, elle n'a jamais accès à cette blanchité subalterne, puisque finalement, elle se fait larguer. Pardonnez-moi, je vais essayer je vais parler, en fait, on va dire, de manière très triviale pour vraiment que tout le monde comprenne. Entre nous, voilà. Comme elle se fait larguer, elle a pas accès. Et alors que Jean Vénéneux, ce à quoi il aspire, c'est l'amour. C'est ça. Donc, non, mais vraiment, à un moment donné, on se dit, mais c'est-à-dire qu'on se dit, mais comment il a pu se dire, je vais prendre ces deux archétypes que je vais critiquer, et qu'à un moment donné, il s'est pas rendu compte qu'il y avait quand même un déséquilibre. Et je pense que ça dit quelque chose de Fanon homme. Voilà, de Fanon homme qui est capable de penser la domination sur les hommes noirs, mais qui est incapable de penser la domination des hommes noirs sur les femmes noires, qui est incapable de penser la collusion qu'il y a entre les patriarcats noirs et les patriarcats blancs. Et donc, finalement, ici, c'est cette difficulté à penser à la fois le fait qu'on puisse être dominé et le fait qu'on puisse être dominant. Ouais. Et pourtant, à un moment, il analyse bien. Alors, vous qui avez grandi, vos parents sont camerounais. Alors moi, je suis pas antillaise non plus, donc j'ai pas ce regard sur le sujet. Mais quand il explique, en fait, et il insiste beaucoup là-dessus à plusieurs endroits sur le livre, que à l'époque, je remets en contexte toujours, au moment où il a écrit, milieu du XXe siècle, que les Antillais ne se considèrent pas comme noirs et que pour eux, les nègres sont sur le continent africain. Donc là, il fait bien une analyse sur un rapport différencié, en fait, de qui serait le nègre de l'autre, de rapport voilà. Et donc c'est étonnant que cette analyse aille pas jusqu'à se poser la question des femmes pour tout ça. Ah bah oui, non mais et puis en fait vraiment moi ce que je trouve absolument choquant, ce que j'ai trouvé vraiment choquant moi en lisant ça, c'est que j'avais en fait avant de lire les articles, j'avais pas réalisé à quel point en fait ces contemporaines martiniquaises avaient pensé cette question avant. Donc, c'était des penseuses. C'est-à-dire que, et moi, c'est ça qui m'a le plus choquée parce que je me suis dit, zut, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste qu'il y a une absence de pensée des femmes noires. Des femmes noires l'ont pensé et même
Paulette Nardal, Jeanne Nardal, enfin, celles qui sont au cœur de la négritude, celles qui ont pensé l'articulation sexisme et racisme, qu'est-ce que ça veut dire d'écrire quelque chose sur la domination en occultant le fait que la colonialité du pouvoir s'inscrit de manière genrée, c'est-à-dire que le sexe et la race sont intimement liés. D'ailleurs, c'est aussi Elsa Dorlin qui, dans La matrice de la race, elle explique très bien. C'est-à-dire que c'est vraiment intrinsèquement lié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour un homme noir de cette époque-là de faire fi de ça tout comme, c'est-à-dire, et ça ne veut pas dire que ces hommes-là n'ont pas produit la pensée. C'est pas la question, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse discuter, il faut qu'on puisse avoir ces conversations-là pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que ça veut dire aussi Césaire, quelque part, qui réclame la paternité de la négritude, alors qu'en fait, c'est les sœurs Nardal, etc. Donc, on voit bien que ces hommes-là sont des hommes de leur temps et que, en fait, pour eux, la domination, ils ne pensent la domination et l'émancipation que de manière masculine, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont assez prompts à voir la domination des hommes blancs sur les populations noires en général. Ils sont même prompts à voir comment les logiques coloniales ont un côté sexualisant, parce que quand ils parlent, par exemple, je crois que c'est au dernier chapitre, de cette volonté d'émasculer l'homme noir, donc ils ont cette capacité de penser le corps noir comme quelque chose de sexualisé. Ils ont la capacité de penser le fait que dans le regard blanc, les femmes noires sont des corps accessibles, alors que les hommes noirs sont des corps dangereux à éliminer. Et ils n'ont pas le recul nécessaire. Et moi, ça m'interroge vraiment parce que s'il n'y avait pas eu la production de leurs contemporains, j'aurais pu me dire, OK, c'est l'époque, c'est juste l'époque. Voilà, c'est un autre siècle. À partir du moment où il y a la production de leurs contemporains, qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que c'est vraiment une conversation qu'on doit avoir si on veut pouvoir continuer à produire une pensée réellement inclusive, une pensée qui tient compte de tout. C'est-à-dire que c'est pouvoir voir tout le tableau avec tous les nuanciers. Et pouvoir dire que, voilà, Peau noire et masque blanc a quand même des relents très sexistes et très violents à l'égard des femmes noires, qui est d'ailleurs, qui est reproduit aujourd'hui. Moi, aujourd'hui encore, par exemple, par rapport aux afroféministes, on entend sur les réseaux sociaux que c'est des femmes qui détestent les noirs, les hommes noirs. Ça ne vient pas de loin. Et c'est ce procès-là qu'on fait aux femmes noires de détester les hommes noirs. C'est vraiment, du coup, on voit bien à quel point ce procès, il est historique et à quel point, du coup, nos corps sont les enjeux à la fois des hommes blancs, mais des hommes noirs aussi. Là où, en fait, nous, on doit accepter que, les hommes noirs, quelque part, la plupart du temps, quand ils sont avec une femme blanche, c'est l'amour. Enfin, à un moment donné, voilà, soit on peut tous faire des couples biraciaux par amour, soit on le fait tous par intérêt, mais à un moment donné, c'est-à-dire que ça peut pas être juste une catégorie qui trahit la race, entre guillemets, quoi. C'est ça finalement que Fanon fait en reprenant cette supercherie de Mariott Capétia, c'est d'institutionnaliser intellectuellement l'idée d'une femme noire traître à la race. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et alors je pense que c'est bien qu'on ait commencé par ça, en effet, et c'est sur votre proposition qui est tout à fait pertinente, parce que ça permet, c'est important, oui, de pouvoir porter un regard critique, même 70 ans après, et je trouve ça hyper intéressant de bien retenir que à l'époque de l'écriture de ce livre, il y avait des femmes qui pensaient, des intellectuels qui avaient produit, et donc c'est la pensée qui ont écrit. Exactement, qui ont écrit et qui donc ils partaient pas d'une table rase sur ces sujets-là. Je voudrais qu'on continue à regarder sur d'autres thèmes, mais finalement qui sont aussi liés, ce qui reste aujourd'hui de ce livre. Alors, il y a eu toute une série d'émissions sur France Culture qui était au mois d'août sur ce qu'il reste de Frantz Fanon. J'ai volontairement pas écouté parce que j'ai eu peur que ça me mette plein de choses en tête qui étaient hors de ce que moi j'ai lu dans le livre, et je voulais pour ce live rester sincère à ma seule lecture. Bref, ce que je trouve intéressant, c'est que
en 1952, quand il a écrit ce livre, il se méfie déjà de l'universalisme. Aujourd'hui, on interroge beaucoup cette question de l'universalisme qui est en fait pensé et construit comme un universalisme par et pour un homme blanc. Voilà. Et donc dès lors, en fait, dans le livre, en fait, il dit à un moment, je n'ai pas envie d'être noyé dans l'universel et qu'on a besoin d'être confronté à notre histoire. Il faut reconnaître la reconnaissance, etc. Pour pouvoir prétendre ensuite à un universalisme. Vous aujourd'hui, cette notion d'universalisme, comment, avec cet angle à la fois du sexisme et du racisme, comment vous l'appréhendez? Alors, déjà, pour être au clair aussi, je n'ai pas écouté les émissions de France Très bien. Talent. Donc, du coup, pareil, ça va pas être une reproduction. C'est possible que ce que je dise ait été dit, mais ce ne sera pas parce que j'ai écouté ces émissions-là. Moi, en fait, depuis, alors, peut-être 2-3 ans où j'ai commencé un peu à me familiariser avec, on va dire, la pensée décoloniale. Alors, l'universalisme, je le questionnais, mais j'arrivais pas à mettre le mot sur ce qui, moi, me convenait. Et aujourd'hui, ce qui me convient, moi, c'est pas l'universalisme parce que, en fait, alors, je pense que c'est, j'ai oublié son nom, c'est pas Mamadou Diouf, c'est, oh là là, un penseur sénégalais, qui, en fait, convoque quand même l'universalisme en essayant de le détricoter, de le dépouiller de son côté blanc, bourgeois, masculin. Moi, je crois plus à une idée de la pensée décoloniale qui est le plurivers. C'est-à-dire que pour moi, l'universalisme ne vient que du plurivers, donc c'est-à-dire de la reconnaissance et du respect de nos différences, avec des points de convergence parfois, avec des points de divergence et sans hiérarchie. Moi, c'est vraiment à ça que je crois parce que je pense qu'il est très difficile de rentrer dans un moule qui n'a pas été fait pour vous. Ouais, donc, ouais. moi, j'ai pas envie de me battre. Comme je disais tout à l'heure, quand je racontais un peu brièvement mon histoire, j'ai pas envie, en fait, d'essayer d'être une petite fille blanche bourgeoise parce qu'en fait, ça me coûte trop, enfin, ça me demande trop d'efforts. Et je vois pas pourquoi, au nom de quoi je vais faire cet effort. Donc, moi, j'ai pas envie. À partir du moment où l'universal a été conçu pour un homme blanc bourgeois, en fait, en vrai, déjà, quand on me regarde, moi, en vrai, non. Enfin, je peux pas rentrer là-dedans. Et j'ai pas envie de faire d'efforts pour rentrer là-dedans. Et puis je vois pas, en fait, pourquoi il faudrait être. Enfin, c'est-à-dire que mon universalité vient justement de ma différence. Parce que blanc, c'est une spécificité, comme noir, c'est une spécificité, comme asiatique, c'est une spécificité. Et toutes ces spécificités sont finalement universelles. Ou toutes les spécificités sont universelles et spécifiques à la fois, ou il n'y a pas d'universel. Enfin, je veux dire. À un moment donné, moi, je ne cherche pas ce qui n'existe pas. Enfin, là, de manière matérielle, ce qui existe, c'est plusieurs spécificités qui, normalement, parce qu'on fait tous partie de l'humanité, on est appelé à se croiser, à se rencontrer, à dialoguer, à échanger, parfois à s'affronter. Mais c'est ça, la réalité du monde dans lequel on vit et dans lequel on doit continuer à vivre. C'est pas dans quelque chose, c'est pas de construire des cases et des idéaux absolument inatteignables qui passent le temps à inféoder les autres. Et ce qui est assez intéressant dans le plurivers, c'est que je trouve que par exemple la question du handicap, du validisme peut rentrer là-dedans. La question queer peut rentrer là-dedans. La question de la non-binarité peut rentrer là-dedans. Parce que ça ouvre, c'est quelque chose d'assez ouvert, c'est accueillant. Oui, alors que l'universalisme, malgré cette racine qui fait appel à l'immense, est un chemin hyper étroit, quoi. Oui, voilà. Pour moi, c'est un chemin hyper borné, en fait. On a beau essayer de détricoter dans tous les sens. Pour moi, c'est déjà un chemin borné et je pense que c'est difficile de rassembler et de respecter les diversités si on tend vers un truc qui est hyper borné. Et alors, ce qui est dingue, c'est que en 70 ans, entre le moment d'écriture du livre et aujourd'hui, je trouve que particulièrement cette année, on est en train de s'enfermer encore plus sur des terminologies comme l'universalisme et auxquelles, en gros, aujourd'hui, je caricature, mais c'est quasiment
si on n'est pas répond pas à cet universalisme républicain vendu par l'homme blanc de 50 ans ou un peu plus jeune, je crois, et ben on est quasiment taxé de séparatiste. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans une situation où le dialogue sur ces questions-là, cette conversation, j'ai l'impression qu'elle peut pas avoir lieu. Elle peut avoir lieu ici entre nous, mais sur les plateaux télé ou dans la société en général, on reste dans un monde hyper crispé alors que les décolonisations sont passées par là, il y a des lois contre le racisme, etc. Et pourtant, on en est toujours à être à l'étroit dans ces mots, quoi. Oui, mais parce que, en fait, c'est parce que aussi, comment est enseignée l'histoire en France. Mm. En fait, aujourd'hui, la question de l'universalisme, du séparatisme, c'est la question de l'allégeance. Mm. Je pense que c'est ça. Ce qui est demandé, c'est de faire allégeance. Mm. Et faire allégeance veut dire renoncement, reniement, etc. Donc, et c'est de faire allégeance parce que en France aujourd'hui, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais quand vous me disiez oui, alors aujourd'hui on aborde ces questions-là, je vous disais oui et non. C'est-à-dire que il y a une sorte de reflux. On a fait semblant de commencer à aborder ces questions de racisme et d'essayer de faire face à l'histoire coloniale qui est notre histoire commune, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que quelque part, si je suis ici, si je parle français, si je peux mettre dans un CV français natif, c'est parce que il y a des Français qui ont été sur le territoire dont je suis originaire. Donc, on a une histoire qui est commune. Et on a une histoire qui continue d'être commune malgré les indépendances, parce que pour moi, les indépendances, ça ne veut pas dire décolonisation. C'est deux choses différentes. On a des indépendances formelles. La décolonisation, elle n'a pas spécialement eu lieu. Moi, en plus, je viens d'un territoire où il y a eu une guerre de décolonisation qui n'est toujours pas reconnue. Alors, on a mis du temps à reconnaître celle de l'Algérie. Je ne sais pas si je vais voir de mon vivant la reconnaissance de la guerre du Cameroun qui a quand même eu lieu de 56 à 71, avec quand même des éléments de l'armée française sur le territoire. Une guerre qui a été menée notamment par Jean Lamberton, qui a été en Algérie, mais également au Vietnam. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, pour moi, la question de la décolonisation, c'est un processus. Je ne sais même pas s'il est vraiment entamé. Et donc, parce qu'on est dans un pays qui a du mal à faire face à son histoire, à son histoire coloniale, à cette histoire commune, qui fait que beaucoup d'entre nous sont ici, et qu'on invite toujours les mêmes personnes. Parce qu'en fait, moi, ça fait 20 ans que je suis en France. Moi, j'ai vu la France, enfin, le discours se radicaliser en 20 ans. Et c'est toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire que vous imaginez que des gens qui ont été condamnés pour incitation à la haine, mais oui, on leur offre la parole. Mais enfin, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est qu'en fait, on veut continuer à les encourager à insulter les personnes racisées, noires et arabes, notamment. On leur donne une tribune. Et en fait, moi, ce qui me tue, c'est quand je vois toutes les vagues d'indignation. Ah, un tel a encore fait ça. Ah, mon Dieu, c'est mal. Enfin, je suis en mode genre, mais en vrai, enfin, si vous donnez des tribunes aux gens à la télé. Bon, moi, je suis plus énervée depuis parce que j'ai arrêté de regarder vraiment la télé depuis. Je choisis mes trucs. Donc, en fait, parfois, quand je vois un énième truc, je suis en mode dire, ah, il s'est encore passé ça. Je suis, ah, bah oui, bon, bah, c'est bien. Continue à ne pas regarder la télé. De toutes les façons, dans 15 ans, on en est toujours là, en fait. Ouais. Il y a Belle Bébé là dans les commentaires qui met du mal à assumer. Oui, c'est ça. La France a du mal à assumer ce passé. Et ce qui est dingue, c'est que dans le livre Peau noire masque blanc, Fanon dit déjà, c'est à l'homme noir, il dit c'est cette mystification de toi-même, elle est faite par la société qui maintient et qui entretient en fait ces rapports de domination. Donc il le disait il y a 70 ans et aujourd'hui, on entend encore Zemmour par exemple sur les plateaux distiller cette haine quoi. Et ce qui est dingue, c'est que ce qui reste aussi de ce livre, alors c'est sans doute plus lié à l'histoire caraïbe, mais j'aime bien l'expression d'insularité intolérable qu'il utilise dans le livre, où c'est vrai que en gros
les Antillais par rapport à la métropole. Je mets des guillemets sur ce terme-là, mais en fait, ils sont décentrés. C'est quelque chose, un processus d'ailleurs qu'on voyait déjà dans la précédente lecture partagée que j'avais pu faire. Et donc cette insularité intolérable, c'est aussi d'être tout le temps en périphérie, quoi. On doit faire corps commun, celui de la République, et à la fois on est renvoyé à une périphérie géographique, mais aussi parce qu'on n'est pas accepté tel qu'on est. Non, mais puis même, en fait, on ne peut faire corps commun que parce que on accepte de rester en périphérie. C'est ça, en fait. Ce n'est pas qu'on doit faire commun et on nous... Non, non, on ne peut faire corps commun qu'à condition de rester à la périphérie. Parce que si on devait revenir au centre, en fait, on serait obligé d'interroger le centre. Je dis souvent que, par exemple, moi, en tant que femme noire, je n'ai pas, en tant que femme noire africaine ayant un nom africain, l'avantage, c'est qu'en fait, il y a pas, j'ai pas à je peux pas me déguiser, en fait. Et donc, du coup, ça veut dire que si je suis au centre, je vais interroger le centre. Ouais, bah oui. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'être, par exemple, blanc ou blanche, avoir les cheveux lisses? Bah, en fait, quand on arrive et qu'on est bien bronzé avec des dreads, par exemple, ou un afro, bah, en fait, forcément, ça détonne. Donc, on peut faire commun à condition que certains restent à la périphérie et acceptent de rester à la périphérie. Ouais. Et donc, ça renvoie à une assignation de places et donc de hiérarchie dans les places. Ouais. Exactement. Ouais. On en est encore là, 70 ans après. Après, enfin, alors, il faut peut-être pas rester complètement. Je crois qu'on est en train de plomber le moral de tout le monde. Il y a quand même des formidables raisons d'espérer, en tout cas dynamiques. Par exemple. Justement, quand vous m'avez envoyé un peu comment aller s'organiser sur les 70 ans après, et quand j'étais en train de réfléchir dessus, et là je suis tombée sur le dernier texte de Mame Fatou Niang sur le printemps racial français qu'elle a écrit pour la Fondation Rosa Luxembourg, et je me suis dit oui, c'est ça, c'est que 70 ans après, justement pour dépasser l'aliénation, pour dépasser cette idée d'aliénation, c'est que 70 ans après, on a je ne dirais pas qu'on s'éveille, parce que moi je suis une socio-historienne et politiste des mobilisations. Donc je vois bien qu'il y a toujours eu des résistances. Ouais. Et elles ont toujours existé. Et donc aujourd'hui, on a des résurgences de ces résistances-là qui font écho à d'autres résistances ailleurs. Et il y a quelque chose qui est en train de se faire de l'ordre du transnational, de l'ordre d'une sorte d'Atlantique noir. Il y a quelque chose qui mûrit, qui renaît, on va dire, en quelque sorte. On ne sait pas ce que ça va donner à terme, mais c'est vrai qu'à côté de ça aussi, il y a quelque chose qui se poursuit et se durcit d'urgence. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Bon, peut-être dans 20 ans, on aura peut-être suffisamment de recul pour voir ce que ça a donné. Donc, il y a quand même on va dire, des pistes d'espoir. Mais c'est vrai que ça passe par la lutte. On doit encore lutter aujourd'hui et on ne doit pas, en tout cas, on doit pas. On ne peut pas, en tout cas, moi, je ne peux pas me satisfaire, par exemple, du fait que des universitaires emploient le terme intersectionnalité aujourd'hui et que certains se pâment depuis 2 ou 3 ans de tribunes en disant oui, les décoloniaux et les féministes envahissent l'université. J'ai envie de dire, alors on faudrait qu'on me dise quel département de Black Studies il y a en France, ou Ethnic Studies, ou Racial Studies. Faudrait qu'on me le dise parce que pour l'instant, j'ai rien vu. On en est quand même encore dans un pays où on discute du racisme anti-blanc alors qu'on parle de racisme en termes de système. Ouais, mais oui. Ouais. Et alors sur cette question des luttes, parce que dans sa conclusion, c'est ce qu'il dit, Fanon, pour qu'il y ait cette désaliénation, parce qu'il faut rappeler que son ambition au début du livre, il le dit, c'est de libérer l'homme de couleur de lui-même. Donc ensuite, il décrit toutes ces aliénations liées à la colonisation, à ses effets, etc. Et donc la désaliénation passe par les luttes. Et il différencie à ce moment-là aussi la fin de l'esclavage aux Antilles et aux États-Unis en disant aux États-Unis les Noirs se battent, ils luttent et donc ça permet leur désaliénation alors qu'en fait aux Antilles c'est le blanc, c'est le maître en gros qui a donné la liberté
aux Noirs, il s'est pas battu pour, et donc il peut pas se désaliéner. Et il dit qu'il faut qu'il y ait ce combat, voire cette violence, pour une désaliénation. Moi, j'avais l'impression enfin, je me suis posé la question, mais ça n'a pas été un don comme ça tombé du ciel. La fin de l'esclavage aux Antilles, il y a eu des révoltes, il y a eu des combats. Bah, Et donc, je suis étonnée par ça. c'est là où on touche en fait les limites de Fanon, d'autres limites de Fanon. Et ces limites où parfois on veut penser et puis finalement on finit, j'ai envie de dire par mal penser, si je peux me permettre. Je sais que les aficionados de Fanon vont me tuer, mais tant pis, c'est pas grave, je suis déjà morte et crucifiée depuis longtemps. Mais par exemple, sur cette question-là, il faut lire l'excellent ouvrage de Sylviane Larcher, L'autre citoyen, qui montre qu'il y a eu qui parle, je crois, déjà du XVIIIe siècle. Et donc, en fait, c'est aussi ce truc. Je pense que c'est ça que je disais tout à l'heure, que Fanon, il savait où il voulait aller, mais je pense qu'il il n'a pas assez, je sais pas si il n'a pas assez réfléchi, mais dans la manière dont il mène où il va aller, avec le recul sur 10 ans après, on se dit, mais c'est quand même bizarre. Pour quelqu'un je crois qu'il est né, il a grandi en Martinique, je pense qu'il y a quand même une mémoire orale. Enfin, je me trompe peut-être parce que moi je connais pas mais je pense que la Martinique est comme la Martinique ou les Antilles sont comme beaucoup de sociétés africaines et afro-diasporiques où il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'oralité. Donc il y a des choses qui, même si elles n'ont pas été écrites, se disent, notamment les choses de l'ordre de la résistance. Et moi je refuse de croire quand pour le peu que j'ai discuté avec des Caribéens, des Caraïbéennes qui sont nés, qui ont grandi là-bas et que j'ai rencontrés en métropole, moi je refuse de croire que Fanon n'ait pas entendu parler des résistances. Parce que c'est un peuple, justement, que moi je perçois comme un peuple qui, même s'il a été maintenant, a beaucoup résisté. Et je pense que souvent, les peuples noirs ont ce truc de, même si on n'écrit pas, il y a quelque chose dans les récits, dans les contes qui disent la résistance. Et donc, du coup, on revient vraiment à ce truc aussi avec Mohamed Kapissa, où on se demande parfois quelle image des Antilles Fanon a voulu donner. Ben oui, moi je l'ai trouvé vraiment très très dur. C'est très problématique. Ouais, c'est vraiment. En le lisant, je me suis dit à un moment, il aurait fallu que je sois antillaise pour pouvoir réagir, enfin encore plus physiquement, émotionnellement à ce qu'il en dit, parce que moi je me disais, mais enfin, c'est d'une violence inouïe pour. C'est à se demander quand même s'il n'avait pas des comptes à régler. Moi, j'ai commencé à me dire, c'est quand même. C'est-à-dire qu'il est capable de nuances, comme on disait tout à l'heure, mais en fait, par rapport à la société antillaise, je trouve que il n'a pas de nuances, quoi. Ouais. C'est très sec, c'est très. Et on se dit, mais c'est pas. Enfin, ça aurait été écrit par une personne blanche que, franchement, à un moment donné, ou quelqu'un qui méconnaît complètement la société, il y a quelque chose quand même qui est très. Alors, du coup, on n'est pas psychiatre, ni vous ni moi, mais en fait, il y a quelque chose quand même, je pense, qu'il faudrait regarder de l'ordre de la psychiatrie quand même, non? Le docteur avait peut-être des petits soucis. De toute façon, normalement, quand pour devenir psychiatre, faut pas faire soi-même une psychanalyse. Il n'y a pas un truc comme ça. Il est peut-être pas allé jusqu'au bout. Il nous reste que quelques minutes. Je voudrais très vite, déjà vous remercier encore parce que c'est très riche. Ça a apporté notre discussion des éléments, auxquels j'avais pas pensé. Donc c'est hyper intéressant. J'ai pris quelques notes. Sur quoi vous travaillez actuellement? Est-ce que sur un nouveau colloque, publication? Non, alors oui, j'ai 2 publications en cours d'évaluation, une sur la décolonisation de la science politique par l'approche genre de l'espace politique, une analyse genrée de l'espace politique en Afrique en prenant le cas du Cameroun. Donc c'est en évaluation, je ne sais pas si c'est évalué positivement, ça va paraître l'année prochaine, je crois. Et puis j'ai une autre publication en évaluation sur des perspectives de l'afroféminisme français. Pareil, c'est en évaluation. J'en reparlerai quand j'en saurai plus où c'en est au niveau de l'évaluation. Je parle assez souvent des publications sur lesquelles je suis en train de travailler sur mon compte Twitter. Je crois que les gens qui me suivent, il y en a qui doivent être amusés, il y en a qui doivent être fatigués parce que parfois je fais des trades sur mes bébés parce que j'appelle mes articles mes bébés. Et puis sinon, en fait, en décembre dernier, j'ai eu 2 publications. Un article sur les féminismes. Est-ce que les féminismes en marge peuvent parler dans l'académie, que j'ai coécrit avec 2 excellentes collègues, Marie-Evelyne Bellinga et Yael Echette, justement sur les positions d'être en marge et marginalisé dans l'académie et sur le fait de ne pas, comme disait Yael Echette, prendre des vessies pour des lanternes, donc de ne pas penser qu'on renverse la table alors que quelque part, parfois, on participe par des processus de cooptation, en fait, malgré nous,
à maintenir un système. Donc, c'est paru dans Genre, Sexualité et Société. Et puis, l'autre article, c'était sur la citoyenneté en Afrique, les dimensions racialistes et sexistes de la citoyenneté en Afrique, qui est paru dans la revue Outre-mer. Voilà. Ok. Il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce que vous pouvez donner votre compte Twitter? C'est @rose underscore TANDE. TANDE. ROSE underscore TANDE. Super. Et puis voilà, il nous reste 1 minute. Une recommandation, quelque chose à lire. Alors, à lire, j'aurais plein de recommandations. Encore un dompté de Winnie Mandela, Le viol de l'imaginaire d'Aminata Traoré, l'article de Jacqueline Couty, La doudou contre-attaque. À écouter le nouveau podcast Africanitext, le podcast de Marie da Silva, Better Call Marie, le podcast de Fania Noël, What the F, à regarder en fait l'excellent documentaire d'Amandine Gay, Ouvrir la voie, et puis en termes de film, Supamodo j'ai oublié le nom de du réalisateur, j'ai noté ça quelque part si je retrouve, oulala, alors comment il s'appelle? Ah oui, voilà. Il s'appelle Likarion Wanainana. Alors, je l'ai vu dans le cadre d'un festival. Et sinon, il y a aussi Notre-Dame du Nil de Atik Raimi en termes de... Alors, c'est des trucs qui font réfléchir, mais qui sont aussi très intéressants à regarder. Ok, super. Est-ce que vous pouvez me faire, dès qu'on finit, un mail avec toutes les références comme ça, avec le live que je vais mettre en replay, je peux mettre toute la liste pour que tout le monde puisse retrouver tout ça, toutes ces références. Parfait, je fais ça. Super. Eh ben, merci beaucoup, Rose. Merci à vous. Passionnant et bonne continuation. Et puis, je me tiens au courant de vos publications et de votre actualité. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.